L'œuvre littéraire d'H.P. Lovecraft raconte l'innommable. Montrer et dire sans expliquer, en donnant au lecteur un frisson et une ambiance. Si l'univers de Lovecraft est depuis longtemps exploré en jeu de rôle, notamment par le vénérable L'Appel de Cthulhu, force est de constater qu'il est souvent traité comme un jeu d'enquête. Je caricature volontairement en disant un jeu où, à force de jets de trouver objets cachés, on va expliquer l'ineffable. Disons-le d'emblée, ce n'est pas ce que vous trouverez dans le jeu que nous vous présentons aujourd'hui. Celui-ci, selon moi, prend le parti d'utiliser le canon esthétique Lovecraftien pour faire naître chez ses joueuses le tressaillement de la peur et du dégoût, la couleur de Lovecraft. Par quel tour de passe-passe arrive-t-on à transmettre l'indicible, littéralement ce qui ne peut être dit? Comment arrive-t-on à créer un jeu avec cet objectif et comment s'assure-t-on de le communiquer aux meneuses et aux meneurs qui joueront à ce jeu? C'est à ces questions existentielles que nous allons tenter de répondre en compagnie de Justine. Bonjour. De Sébastien. Salut. Et de notre invité, qu'il est de mon plaisir d'accueillir, Frédéric Guesquer. Hello. Nous vous parlons aujourd'hui d'horrifique. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et dans les airs peut mourir, même la mort. Bienvenue dans les traversées ludiques. Eh bien, Fred, bienvenue dans notre émission. Merci. On est ravis de t'accueillir. Peut-être pour te présenter un petit peu, tu es donc professeur, acteur, metteur en scène, auteur dramatique, auteur de jeux de rôle. Tu as plus d'une corde à ton arc, donc, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça, même si, mon boulot, c'est surtout le théâtre, en fait, et auteur de jeux de rôle, c'est un peu par accident, et ça s'est mis un peu comme ça. Et je pourrais en parler plus tard, peut-être. Et donc, du coup, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ton jeu, Horrifique. Et dis-nous, c'est quoi ce jeu finalement? Il débarque d'où? Quelle est ton envie? Qu'est-ce qui t'a poussé à le créer? Qu'est-ce que tu voulais mettre dedans? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été fan des jeux de rôle d'horreur. Enfin, c'est depuis le début pratiquement, c'est ça que je préfère mener. Le truc, c'est que j'avais jamais trouvé de jeu qui me convenait complètement. À un moment donné, j'étais tombé sur le jeu de Johan Scipion qui s'appelle Sombre, que j'aime beaucoup pour ce qui est des scénarios préécrits. Le problème, c'est que plus je joue et moins les scénarios du commerce m'intéressent, en fait. Et de manière générale, avoir un scénario préexistant à la partie me stresse. Et pour moi, quelque chose de presque antinomique avec le fait même de jouer une partie, parce que c'est comme si l'histoire préexistait au personnage. Or, on est en train de dire que les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'histoire, donc là, il y a un truc qui est contradictoire. Et donc, j'avais découvert les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse, et en farfouillant, je me dis, mais il y en a peut-être un où on peut jouer des histoires d'horreur. J'étais tombé sur un jeu qui s'appelle Tremulus, de Sean Preston, qui est en gros un PBTA, donc un jeu propulsé par l'Apocalypse, dérivé du jeu Apocalypse World, pour jouer, vraiment c'est l'appel de Cthulhu en PBTA, en fait. Avec déjà pas mal de liberté, des cadres définis dans lesquels on pouvait évoluer et tout ça. Et alors dedans, il y avait, si vous voulez, vous pouvez aussi mener une partir from the scratch, donc à partir de vraiment rien du tout, quoi. Et j'ai commencé à vouloir jouer comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à changer des trucs dans le jeu. Puis à mélanger avec des trucs qui venaient d'autres jeux. Puis petit à petit, réarranger pour avoir un jeu pour jouer avec mes potes. Un truc où je pouvais mener des parties dans un univers plutôt Lovecraftien, sans aucune préparation. Et voilà, de fil en aiguille, ce jeu s'est construit sans même que je me rende compte que j'étais en train de créer un jeu à part entière, quoi. Et puis après je l'ai fait jouer malencontreusement à Bastien Wotto, qui est donc le responsable des éditions Design by Acritarch, parce que je savais qu'il était c'est une espèce de spécialiste des jeux propulsés par l'Apocalypse en francophonie, quoi, pour avoir son avis, voir un peu, tiens, qu'est-ce que je pourrais changer, tout ça. Et puis au sortir de ça, il m'a proposé d'éditer le jeu, quoi. Et après, le travail a commencé.
Et du coup, tu as un peu abordé la question, mais quel genre de jeu est-ce que c'est? Donc c'était un propulsé par l'Apocalypse, en tout cas c'est inspiré de ça. Je peut-être spécifier pour nos auditeurs, on a fait une partie ici juste avant tous les quatre, donc on va revenir dessus juste après. Qu'est-ce qui t'attire donc tu viens de dire par rapport à la narration partagée, créer l'histoire ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres mécaniques là-dedans qui t'ont intéressé pour arriver à donner, justement à transmettre cette couleur Lovecraftienne? Si je t'ai bien lu dans la base, c'est quand même des ambitions du jeu. De retranscrire l'ambiance des nouvelles de Lovecraft. Ça, ouais. Ouais. Oui, et alors je continue toujours de me demander un peu pourquoi celle-là justement. Alors, bon, j'ai beaucoup de respect pour des jeux comme l'Appel de Cthulhu et tout ça, mais effectivement, comme tu l'as dit en intro, pour moi il y a quelque chose qui dérive plus vers de l'enquête horrifique. Or, quand je lis les nouvelles de Lovecraft, moi je me rappelle très bien, j'ai découvert Lovecraft par l'Appel de Cthulhu. Et puis après, j'ai lu les nouvelles, et ça a fait un bug dans ma tête, parce que je me suis dit, mais ce que je lis là, c'est pas ce que j'ai joué avant. C'est pas du tout la même chose. Et il se fait que, à force de lire Lovecraft, j'ai préféré ce que je lisais dans les nouvelles que le jeu de rôle en lui-même, enfin ce qu'il proposait, c'est-à-dire des enquêtes horrifiques, parfois allant jusqu'au pulp. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'on ferait un jeu qui revient vraiment qui arriverait à transmettre cette espèce d'horreur qui infuse, en fait, qui est pas du tout une horreur de jumpscare ou quelque chose de très intime, en fait, dans l'écriture de Lovecraft. C'est qu'il y a effectivement pas tellement dans l'Appel de Cthulhu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est des kidams qui découvrent des trucs et où la question n'est jamais, oh là là, comment est-ce qu'ils vont découvrir tel truc? En fait, à partir du moment où ils ont commencé à lever le voile sur quelque chose, c'est parti, c'est la pente glissante jusqu'au bout. C'est inéluctable. Ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une mécanique qui va, permettre ça et qui donc effectivement va inviter les joueurs et les joueuses autour de la table à participer à cette descente aux enfers. Donc ça devait faire partie du contrat de base. J'ai lu il y a un essai qui est écrit par, alors c'est un nom très compliqué à dire, c'est un nom anglophone, mais je me lance, c'est Graham Walmsley, qui est l'auteur d'un jeu de rôle aussi sur Cthulhu qui s'appelle Cthulhu Dark, qui est vraiment un très chouette jeu aussi, quoi. Pour le coup avec scénario, très minimaliste, très efficace. Et à côté de ça, il a écrit un essai qui s'appelle Stealing Cthulhu, donc voler Cthulhu, et où il explique comment reprendre et réutiliser des tropes, des motifs qu'il y a dans l'œuvre de Lovecraft et comment les œuvres de Lovecraft sont construites. Et après, j'ai lu évidemment d'autres bouquins qui analysaient les œuvres, mais enfin, c'est principalement à travers ce prisme-là que j'ai construit le jeu aussi, parce que il raconte extrêmement bien la progression de l'histoire. Comment la courbe de l'horreur arrive dans les histoires de Lovecraft. Et donc je me suis dit, ok, il faut retranscrire ça. Et donc j'ai eu l'idée de graduer l'horreur en fonction de l'avancement d'une horloge, qui est une horloge de type horloge de l'Apocalypse, comme il y a dans Apocalypse World, quoi. Mais de conditionner tout un tas de choses là-dessus, notamment les éléments qu'on peut amener dans l'histoire, la cruauté des actions que la personne qui mène la partie peut intégrer, etc., quoi. Donc il y a eu cette trouvaille-là sur l'horloge. Et puis après, il y a l'utilisation des points d'angoisse, qui sont des petites billes qui sont au milieu de la table, petites billes noires qui circulent. Et donc ça c'est une inspiration qui vient d'un jeu qui s'appelle Libreté de Vivien Féasson, où on joue des gamins qui sont perdus dans une ville sous la pluie avec des sirènes horribles, etc. Et l'idée donc c'est de les prendre, les joueurs et les joueuses les prennent quand la tension autour de la table monte, les dépensent pour essayer d'améliorer leur jet de dés, mais l'obscurité, donc la personne qui mène la partie, récupère ses points et s'en sert après pour ramener des rebondissements dans l'histoire. Donc de créer quelque chose de circulaire, une écologie circulaire avec ces points d'angoisse. Et c'est une manière, le fait de prendre ces points d'angoisse, de montrer qu'on les prend, c'est quelque part déjà raconter, oh là là, ça me fait peur, ça me fait peur. Et donc ça dit à tout le monde autour de la table, regardez, ce que vous venez d'amener là, c'est cool, ça va dans le sens que je cherche. Et donc voilà, tu viens d'évoquer deux mécaniques qui sont au cœur du jeu pour essayer de faire naître. Tu l'as évoqué en filigrane tout à l'heure, mais tu as parlé aussi du pacte, c'est-à-dire en fait le contrat social qui est explicitement
citées dans la base. Donc le jeu vient avec un contrat social prévu. Évidemment, les joueurs et joueuses autour de la table peuvent rajouter des règles, mais ce contrat-là, il est fourni par la base et il doit être rappelé au début de chaque partie. Spécifiquement. Donc ce contrat social aussi, j'imagine qu'il a une fonction de guider la partie pour garantir sa couleur entre guillemets. Ouais. Et ça vient d'une réflexion sur la différence entre les jeux de plateau et les jeux de rôle. C'est quand on lit les règles d'un jeu de plateau, dans les premiers trucs de la règle du jeu, c'est écrit but du jeu. Le but du jeu quand on joue à Seven Wonders, c'est ceci. Et la partie se termine quand? Ceci. Et je me suis dit, mais ça, c'est super accessible, et ça permet de mettre tout le monde d'accord. Alors, dans plein de jeux d'Apocalypse, Apocalypse World, enfin, les dérivés, il y a une espèce de cahier des charges, d'agenda pour la personne qui mène la partie, mais quasiment jamais pour les joueurs et les joueuses, et en tout cas, il n'est jamais commun. Moi, j'ai jamais lu de jeu dérivé où c'était on va chercher la même chose ensemble, quoi. Et donc, je me suis dit d'une part, nommer à quoi on va jouer. Voilà comment on va y jouer. Voilà les objectifs voilà ce qu'on va chercher à faire ensemble cet après-midi. Ça permet aux gens qui n'ont pas envie de faire ça, de dire, si c'est ça, moi, ça m'intéresse pas. Mais au moins, ça rassemble déjà les imaginaires et les intentions de jeu. Et après, j'ai souhaité vraiment l'inscrire dans la mise en place de la partie. La première chose qu'on fait quand on a sorti le matériel de la boîte de jeu, c'est on lit le pacte à haute voix. On se met tous d'accord là-dessus, on précise si c'est pas clair, etc. Et au moins, ça cadre ce qu'on va faire ensemble pendant 3 à 4 heures, quoi. Le seul autre jeu que j'ai rencontré qui présente un peu une similitude avec ça, même si c'est très différent, c'est Tales from the Loop, qui aussi propose un contrat social explicite sur quel genre d'ambiance on recherche et qu'est-ce qu'on fera ou ne fera pas dans l'univers. Voilà, dans un jeu d'horreur qui est très différent évidemment de Tales, c'est la première fois que je disais ça. Justine? Oui, je pensais au fait que ce pacte permet aussi d'expliciter et de revenir, de rappeler éventuellement, ou de se rappeler en tout cas, cette règle de base qui est que justement l'inexorable, l'inéluctable, on a tendance, enfin en tout cas moi j'ai tendance en tant que joueuse à essayer d'éviter que mon personnage ne glisse dans l'horreur, ou bien essayer de le sauver ou de sauver les autres, et je trouve que le fait que ce soit écrit aide beaucoup à garder en tête que c'est le but en fait. Le but c'est d'arriver à l'horreur et de ne pas trop s'y opposer, en tout cas plus les heures passent, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce pacte a des composantes, je dirais, sur le type de jeu qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est aussi sur les relations attendues entre les joueurs et le rôle de chacun. D'ailleurs, c'est clair à la lecture du pacte, je trouve que le rôle du meneur de jeu, donc l'obscurité tel qu'il est nommé ici, et celui des joueurs n'est pas tellement différent. Finalement, ils contribuent à la même chose. Ouais. Ils avancent dans la même direction. Et ouais. C'est quelque chose qui est très bien représenté, je trouve, dans Horrific, et qui est amené dès le départ par ce pacte. Oui, c'est pour ça que quand on a fait quelques parties, c'est assez facile de finalement jouer sans obscurité, sans personne qui mène la partie, mais de se partager le rôle en cours de partie. J'ai déjà fait plusieurs fois ça, et en fait, quand je joue avec des gens qui connaissent un peu le jeu, et un peu, c'est 2-3 parties, et ça roule, quoi. Ça fonctionne très bien, et c'est assez étrange parce que on pourrait se dire, oui, mais du coup, il y a personne qui a des secrets et tout ça, et en fait, il y a quand même des révélations tout le temps, quoi. Par la mécanique de jeu, par le matériel, par les idées qui surgissent chez les uns ou chez les autres, et on assemble les pièces du puzzle ensemble au fur et à mesure. Voilà, moi je trouve ça assez génial parce que effectivement, c'est un jeu auquel, même quand je mène la partie, je joue en fait. Je joue. Oui, il n'y a pas d'asymétrie entre l'obscurité et les joueurs. Il y a des fonctions qui sont un peu différentes, mais il n'y a pas une autorité qui est complètement différente sur la production. Oui, c'est ça. En termes d'autorité, c'est pas très différent. En termes de rôle, quand même, il y a des différences parce que il y a des gens qui vont incarner un seul personnage et puis l'obscurité qui va gérer tout ce qu'il y a autour, les rebondissements, etc. et qui va un peu, je vais pas dire faire l'arbitre sur les règles, mais qui va quand même. Normalement, c'est la personne qui connaît le mieux les règles qui va gérer ça en général, qui les connaît bien et qui va avoir le dernier mot là-dessus. Mais
Disons qu'il est guide. Ça arrive. Moi, j'ai l'impression. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Il est plutôt facilitateur que... Parce que les règles qui s'appliquent à lui, pour avoir lu la base, elles sont quand même aussi assez contraintes. Elles hein, sont très carrées. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, C'est pas du tout, il a pas du tout pouvoir. il y est soumis autant que les joueurs, en quelque Ouais. sorte. Ouais. Complètement. Et ça fait partie du contrat social qu'on vient d'évoquer et du pacte. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est dit explicitement dans le pacte, mais ça, en tout cas, c'est dit explicitement à la lecture de la base. Ouais. Ouais. Moi, il y avait une autre caractéristique du jeu qui m'a particulièrement marqué, c'est la notion de jeu par scène. Parce que c'est pas forcément hyper commun, en tout cas dans le jeu traditionnel, en tout cas c'est pas explicitement dit qu'on joue une succession de scènes, c'est une évidence quand on fait du jeu de rôle, mais néanmoins, ici c'est quelque chose de très marqué et de relativement codifié. Qu'est-ce qui t'a amené vers là, finalement, à imaginer un jeu par scène? Moi, je pense que c'est une volonté de retranscrire un rythme qu'il y a quand tu lis un roman ou des nouvelles, quoi. C'est découpé par chapitres. C'est pas forcément linéaire, c'est même jamais linéaire, en fait. Enfin, pas linéaire, c'est-à-dire, quand tu termines un chapitre, il a son propre arc narratif. Chaque chapitre. Donc ici, chaque scène, en fait, une fois qu'on a joué le cœur de la scène, on n'a plus à passer à la suite. Donc c'est surtout ça, c'est pour respecter ce rythme-là. Et c'est pour ça que j'ai intégré aussi les questions des ellipses qui peuvent intervenir en cours de partie, qui permettent de faire de laisser passer du temps entre deux scènes. On peut jouer une scène, puis on fait une ellipse, et puis la scène suivante, en fait, elle se place 3 ans plus tard. Et ça, c'est des rythmes que j'ai rarement vus en jeu de rôle. Ça existe, hein, dans des scénarios préécrits, ça existe, hein. J'ai rien inventé en faisant ça, quoi. Mais ici, c'est bien les gens en narration émergente qui vont amener ce rythme plus littéraire, quoi, plus littéraire, et pas souvent en jeu de rôle, quand on est PJ, on a tendance à enchaîner presque en temps réel, quoi. Enfin, À étirer le temps, même, je dirais. À étirer le temps, ouais. À dire, oui, je vais encore faire ça, et faire ça, et faire ça dans la journée, puis je dors, mais pendant la nuit, je vais faire ça, et puis le lendemain matin, je me suis dit, mais ces gens C'est une fuite en avant, oui. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, et les premières fois que j'ai proposé les questions des ellipses, je me suis dit, bon, je m'attends à un écran bleu, quoi. Je m'attends à ce que ça crache complètement. Et puis, les gens mettent des trucs qui se passent des mois plus tard et tout ça. Je dis, bon, ok. On joue des mois plus tard, on verra bien ce que ça va donner. De codifier ces ellipses. Ouais. Il y a des joueurs et des joueuses au début qui disent, mais j'ose pas trop. Et je leur dis, si, vas-y, tu vas voir, le jeu, il tient le coup. Et paf, à un moment donné, quelqu'un se dit, ça se passe 3 ans plus tard, je découvre ceci, etc. On prend la scène d'après. Et en fait, ça fonctionne et ça crée même une atmosphère qui est plus littéraire. Moi, je m'attendais à ce que tu nous parles, en réponse à cette question-là, à la notion de, je vais dire one shot, mais en tout cas de la temporalité réelle du jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu qui joue sur quelques heures. Ouais. Je pense pas qu'on puisse l'étirer sur non. Sur un scénario qui soit entrecoupé, on se retrouve la semaine prochaine, ça s'y prête pas du tout. Pas du tout. Alors, oui, t'as raison, il y a ça aussi qui est en jeu, c'est-à-dire si on joue en one shot, il fallait que je donne à l'obscurité des outils qui lui permettent de gérer le rythme de la partie. C'est ça. Parce que, ok, c'est super, on joue en impro, et alors, ça, c'est pas venu tout seul, quoi. Je veux dire, les premières parties que j'ai faites, il se fait que je bénéficiais de l'expérience, d'une grande expérience de maîtrise et tout ça, qui disait que, naturellement, je regardais ma montre et je disais, ok, là, machin, bam, il faut faire un climax, ok, là, je brode ça, mais en fait, je dis, ok, c'est cool, mais, et le jour où j'ai pas d'inspiration, je fais comment? Et alors la question se pose encore autrement quand on dit, ton jeu, on va l'éditer, et donc tous les gestes que tu fais naturellement pour mener une partie d'horreur, tu vas les transformer en base. Et là, on fait, ok, d'accord, comment est-ce que je fais ça? Et donc, c'est pour ça que pour moi, une des règles importantes dans l'utilisation des points d'angoisse pour l'obscurité, c'est la possibilité, en dépensant un point, de mettre fin à la scène. Ça, pour moi, si je devais garder une seule utilisation des points d'obscurité pour des points d'angoisse pour l'obscurité, c'est le fait de skipper les scènes. Parce que c'est ça qui permet de gérer le timing, quoi. Et c'est fondamentalement l'action, quand on vient du jeu de rôle traditionnel, qui est peut-être la plus brutale de la part du MJ, parce que c'est ce côté où, en fait, les gars, vous tournez en rond, maintenant c'est fini, et on passe à autre chose. Ouais. C'est quelque chose d'assez radical, dans la manière de gérer la dynamique de partie, mais bon, ça marche, indéniablement, ça marche. Alors, je crois que ça marche aussi parce qu'il y a une petite ruse qui est, moi je mets fin à la scène, et puis je demande à quelqu'un, un ou une des joueuses, de dire, ok, raconte-moi comment elle se termine cette scène. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? C'est quoi le dernier plan? Et du coup, ça donne quand même, ok, j'ajoute quand même mon dernier grain de sel, et puis d'accord, on part.
Mais disons que ça fonctionne aussi parce que il y a ce pacte initial qui est de dire on sait qu'on va construire le récit ensemble et donc c'est finalement un rappel pour les joueurs que ouais mais là regarde tu t'enlises, tu t'éloignes peut-être un petit peu du pacte ou enfin c'est même pas ça mais en tout cas je propose de passer à l'étape qui suit quoi dans ce contrat qui était déjà assez explicite dès le départ. Ouais. Pour revenir au système, c'est donc un jeu propulsé par l'Apocalypse. Il est codifié comme ils le sont souvent avec un certain nombre de moves prédéfinis. Ça, c'est quelque chose de quand même vachement important, je crois, pour Rific, dans le sens où tout ça va dans la même direction. Ça, tu l'as déjà un petit peu dit. Et c'est quelque chose, pour parler de ressenti, moi, que j'ai vraiment... c'est quelque chose d'évident à la lecture de la base, qu'il y a une vraie cohérence, il y a une vraie direction qui est donnée dans le bouquin. Et en même temps, il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu dirais que c'est un jeu qui est facile à maîtriser? Alors, à mener. Ben, alors, j'ai deux réponses. Je dirais, bah oui, c'est facile. Enfin, pour moi, il est naturel. C'est moi qui l'ai pondu, donc voilà. Et je dirais aussi oui, parce que je sais que je connais des personnes dont c'est le premier jeu qu'elles ont mené. Et c'était pas du tout avant qu'elles me disent ça. Ah si, horrifique. Oui, c'est le premier jeu que j'ai mené. C'était facile. Et au départ, moi je me disais oh là là non, c'est pour des MJ un peu aguerris quand même parce qu'il faut avoir l'habitude de rebondir. En fait, je crois que ce qui est compliqué, c'est d'enlever des mécanismes, des habitudes. Mais les gens qui n'ont pas d'habitude, et alors je parle même pas des gens qui sont juste joueurs, joueuses, ou là des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle et qui ont fait leur première partie avec Horrifique, il y en a eu plein quoi. Et ça passe mais tout seul quoi. J'aime bien ta réponse. Donc tu dirais que quelque part c'est désapprendre une autre façon de faire du jeu de rôle. Ah bah ouais, là il faut que le MJ il accepte de dire bon bah là je lâche les rênes et je me mets à votre niveau et j'écoute vos propositions et de temps en temps je rebondis, je renvoie la balle et puis et je te provoque, je te repose une question un peu provocante juste là. Ça par exemple, ouais c'est super important les questions quoi. Tu parlais des actions. Tu savais le temps qu'on a passé avec Bastien, donc l'éditeur, sur chaque question, parfois t'as des listes, par exemple dans l'action assembler les éléments, t'as je sais plus 4-5 questions. Chaque question, mais c'est des heures qu'on passe à trouver. Non, mais c'est pas ce mot, c'est ce mot-là, parce qu'il faut que l'action, elle provoque des réponses qui vont exactement dans le sens esthétique qu'on cherche. Donc dans le bouquin, il y a pas de lore. Il y en a pas. Enfin, il y a pas. Si il y a un petit encart sur voilà en gros l'univers de Lovecraft, mais ça fait c'est quelques lignes. Il y a rien quoi. Parce que tout le canon esthétique, il est dans le matériel de jeu, il est dans les cartes étrangetés, il est dans la façon dont les actions sont écrites. Voilà, il est dans tous les trucs qui vont circuler autour de la table. Pareil, j'ai joué des parties avec des gens qui connaissaient rien du tout à Lovecraft, qui avaient jamais rien lu, rien. Et en fait, à la fin, on a quand même une histoire à la Lovecraft. Donc c'est que la mécanique naturellement pousse vers ça, j'imagine. Ça, on peut le dire. Je dois faire une confession, c'est que je n'ai jamais lu Lovecraft. Ah mais voilà. On a joué tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Ouais. Ça s'est pas vu du tout. Bah non, forcément, puisque je n'ai qu'à suivre la trame. Ouais. À la question, est-ce que ça marche de jouer un jeu d'horreur comme ça où on construit une histoire sans scénario à l'avance, sans pré-tirer, sans rien. On a tout inventé le jour même. Voilà. Est-ce que j'écoute vos réponses en fait. Est-ce que vous pensez que ça marche? Ça marche complètement. Il est clair que rien dans la mécanique du jeu ne nous laisserait faire autre chose de toute façon. Donc c'est vraiment important, je pense, d'accepter le parti pris qui est celui de l'auteur et de se laisser guider par cette mécanique. Mais si on est dans cette idée de lâcher un peu prise et voilà, ça fonctionne du tonnerre. Ouais, ça c'est clair. Avec moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Mais tu en as parlé comme étant manifestement une des trouvailles dont tu étais très très heureux, c'est cette notion d'horloge et de progression vers l'horreur, ce glissement, je crois que c'est le bon mot, cette montée en tension qui est très intéressant
et qui est indispensable pour moi dans le canon esthétique dont on parle, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on reproche parfois à l'appel de Cthulhu, c'est que certains disent ouais mais moi finalement jouer un jeu dans lequel mon héros est voué à disparaître ou à devenir fou, etc. Bon, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais ici, je vais pas dire que c'est la finalité, mais à partir du moment où c'est accepté comme étant l'épilogue, il va ressembler à ça, et que toute la mécanique nous pousse vers là, c'est un naturel et il y a un plaisir peut-être un peu pervers, mais à aller vers là et à jouer à ce jeu-là. Voilà, c'est ça. Mhm. Et on le ressent, comme tu l'as dit, dans tout le matériel du jeu. On le ressent dès le pacte et on le ressent dès la création du contexte de jeu. Moi, je l'ai ressenti très fort quand on choisit un mythe. Donc, il y a une série de fiches qui sont remises aux joueurs. Il y a des questions qui sont posées au fur et à mesure. Et ces premières questions déjà donnent une orientation et permettent de se laisser tout doucement aborder la pente, quoi. Et ça, c'est très fort. Mais il y a cet effet d'emballement qui permet de dire allez, la première heure de jeu, elle sert un peu à fixer le cadre, le contexte. On y va en tâtonnant, chacun essaye d'amener un élément, mais on voit pas encore les liens entre les choses. Et je pense que si on était sur un jeu à suite, cette dynamique-là ne fonctionnerait pas. Mais ici, sur un jeu relativement ramassé, relativement court, il y a un moment où les choses s'emballent. Et en gros, c'est quand on passe la moitié du cadran, quelque chose comme ça, où le meneur de jeu peut amener des choses qui sont beaucoup plus impactantes sur le déroulement du scénario, et alors là, clac, on passe dans autre chose, et ça marche très très bien, quoi. C'est quand même une pente qui est pas régulière, hein. C'est une pente qui tout d'un coup devient plus abrupte. Et elle est illustrée aussi dans la circulation des points d'angoisse. On s'est rendu compte à un moment donné de la partie que les points d'angoisse étaient dépensés et réutilisés quasiment immédiatement, et je pense que ça concorde bien. Bah, c'est la force du jeu, c'est que le système et l'objectif sont congruents finalement. Et du coup, ça fait 2 fois qu'on évoque le matériel, et on vient notamment d'évoquer cette horloge de l'Apocalypse. Peut-être qu'on peut faire une courte description de qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte finalement, et pour que nos auditeurs, nos auditrices se rendent compte de quoi on parle. La richesse du matériel. Et de la richesse du matériel, effectivement, parce que la boîte est quand même assez bien fournie. Donc quand on parle d'une horloge, c'est une horloge physique, donc on a une... Oui, c'est pas une vraie horloge quand même, c'est une horloge en carton. Oui. Ah, c'est un accessoire. Un accessoire en carton double couche avec des petits morceaux noirs qu'on vient imbriquer pour montrer comment l'horloge se remplit. En fait, c'est vraiment comme une jauge qui se remplit. Voilà, oui, je dis ce qu'on retrouve dans la boîte. Éventuellement, oui. Moi, je vais essayer d'être exhaustif, mais je suis pas sûr d'y arriver. Et au pire, c'est un résumé. Il y a un livret qui explique comment on joue au jeu avec beaucoup d'exemples dedans. Ce livret, normalement, une fois qu'on l'a lu, après on le pose et on le sort plus. Normalement, après, tout ce dont on a besoin pour jouer se trouve dans le matériel. Donc il y a le livret, il y a un petit écran de jeu qui reprend toute une série les mécaniques importantes pour l'obscurité, mais aussi plein de choses d'inspiration, de type de révélation qu'on peut amener à la fin de la partie, du vocabulaire Lovecraftien. Enfin, c'est vraiment des choses dont on va avoir besoin tout de suite. Il y a 6 grandes cartes d'archétypes de mystères, 6 grandes cartes d'archétypes de cadres dans lesquels les mystères vont pouvoir se passer. Il y a les cartes de personnages, c'est-à-dire des cartes de caractère, des cartes d'occupation. Il y a une série de cartes d'étrangeté qui sont un peu un peu comme des tables aléatoires d'étrangeté, donc des choses bizarres, des comportements bizarres, des événements bizarres, etc., mais sous forme de cartes. Il y a un paquet avec des portraits, recto verso, masculin d'un côté, plutôt féminin de l'autre. Il y a un plateau pour jouer les séquences d'ellipses avec les petites cartes d'ellipses, de découverte, etc., qu'on vient utiliser dans cette espèce de mini-jeu, en fait, qu'il y a à l'intérieur du jeu. Il y a les cartes d'action de base, il y a les cartes d'augure, qui sont des cartes oui et oui mais, etc., quand on se pose une question où la réponse peut être oui ou non, voilà. Il y a des dés, il y a des feutres, un feutre effaçable, il y a les feuilles de personnages qui sont inclus dans la boîte et qui sont sur lesquels on peut inscrire au feutre effaçable, donc on n'a pas à imprimer ces fiches. Et je crois que j'ai fait le tour. J'oublie peut-être encore des trucs. Ah oui, il y a le pacte, évidemment. Et il y a encore en plus un carton pour donner des pistes pour jouer dans d'autres contextes historiques ou géographiques. Une variante. Voilà.
Et il y a aussi une carte X dans Tout à fait. le système, parce que il y a plusieurs encarts dans la base qui décrivent les mécanismes de sécurité émotionnelle. C'était important ça de mettre tout ça dans un jeu qui parle d'horreur, donc évidemment on peut avoir des déclencheurs pour les gens. T'as abordé ça d'une façon particulière ou Non, je crois pas. Je crois qu'on a eu vraiment envie que ce soit dans la boîte. Et après, c'est un outil. C'est-à-dire celui qui veut pas s'en servir, il s'en sert pas. Moi, je l'utilise y compris quand je joue avec des potes, parce que je sais pas ce qu'ils ont vécu pendant cette semaine-là. Peut-être qu'il y a des sujets que là, cette semaine, c'est à éviter. C'est un espace pour le dire, et parce qu'on est quand même là pour passer un bon moment ensemble. Et en convention, où typiquement je joue avec des gens que je connais pas du tout, et donc je trouve important de vite savoir, ok, on va jouer à un jeu d'horreur, et donc en fait le fait pour moi d'utiliser des outils de sécurité émotionnelle, au contraire, ça me permet de ne pas me retenir en fait. Ça me permet de pouvoir y aller vraiment, parce que je sais que les gens sont en sécurité, qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on peut dire, pas dire, et qu'il y a en plus cette carte X, ou s'il y a un problème, on fait ça. Parce que je ne voudrais pas du tout sortir. Je veux dire, c'est dans le pacte, c'est le dernier truc du pacte, on est là pour passer un bon moment. On doit veiller à passer un bon moment. C'est ce qui est écrit. Et donc, je veux être sûr que quand les gens quittent la table, ok, peut-être ils se sont pas amusés, mais en tout cas, ça n'a pas été désagréable pour eux. Et dans la base, il y a aussi tout un encart que j'ai trouvé très pertinent, mais sur l'historicité et notamment les problèmes qu'il y a avec Lovecraft en tant qu'auteur, je veux dire, qui vivait dans son époque, qui était quelqu'un, c'est bien connu, de très raciste. Et donc il y a deux propositions qui sont faites par rapport à ça dans la base que j'ai trouvé intéressante. Tu peux peut-être nous résumer Ouais. Oui, t'as raison, hein. Enfin, moi-même, je suis toujours assez embêté avec ce point de vue de Lovecraft, quoi, raciste, même misogyne. Enfin, c'est bon, qui est plus que le commun de son époque. Je veux dire, au niveau de la misogynie, pas particulièrement, mais enfin au niveau du racisme, il était particulièrement raciste. Les deux propositions que je fais dans le livre, c'est la première, c'est de dire on s'en fout, ça n'existe pas. C'est-à-dire le racisme, la misogynie, tout ça n'existe pas. On peut très bien être une femme de couleur et être professeur à Harvard, et voilà, c'est comme ça. Je veux dire, s'il y a des jeux où on est capable d'imaginer des orques, des elfes et des machins, on devrait pouvoir faire ça. Et puis c'est une façon aussi je trouve, de sédimenter un peu des idées pour qu'on s'y habitue, et que ça, peut-être, c'est des petites gouttes pour agir sur le monde d'aujourd'hui, quoi. Et l'autre proposition que je fais, c'est, ok, on peut jouer avec du racisme, de la misogynie, tout ça, le sexisme, mais alors, on s'en sert pour les révéler. Et pour les montrer comme, c'est, pour moi, ça rejoint le principe toute la question qu'il y avait sur est-ce qu'on doit enlever les représentations coloniales, etc., les statues, tout ça. Je suis plutôt partisan de les maintenir mais de les recontextualiser, d'indiquer pourquoi. Parce que les enlever, c'est enlever une part de la mémoire, quoi, de ça. Voilà. Donc c'est les deux propositions que je fais. Il y en a une qui est plutôt tournée vers l'avenir, et il y en a une qui est plutôt sur regardons notre passé et essayons d'en tirer quelque chose, quoi. Ouais, j'avais quand même une question à te reposer par rapport à la mécanique qui est produite, parce que j'avais là quand même le sentiment que, bon, c'est toujours par rapport à d'autres jeux ou par rapport à d'autres traditions de jeu, hein, mais dans le cas d'Horrifique, c'est en partie le cas dans les autres jeux propulsés par l'Apocalypse, mais je trouve que c'est particulièrement vrai pour Horrifique. Toute cette mécanique bien huilée, qu'on a décrit ici, elle a quand même un prix, il me semble, c'est qu'il y a une forme de perte de liberté autour de la table. Il y a quand même beaucoup de règles qui sont imposées à l'obscurité. Il est jamais vraiment en maîtrise, fatalement. Ça, tu l'as dit, d'un scénario, c'est le présupposé de base, donc voilà. Du côté des joueurs, il y a quand même un certain nombre de circonstances où ils sont contraints par des choses à cocher sur leur fiche. Donc du coup, quelque part, la gamme de leurs réactions est limitée. Et donc j'ai le sentiment que c'est quand même ça le prix finalement de la mécanique que tu as mis en place. Qu'est-ce que ça t'évoque? Deux choses. Alors, il y a
la question, si je prends par exemple la question des actions, qui sont très codifiées, en fait, pour moi, elles ne limitent pas les actions des joueurs et des joueuses. Puisque tu peux faire ce que tu veux, c'est simplement, là on lance pas les dés. Par contre, si tu le fais comme ça on lance les dés. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, ça ne change pas ce que les personnages peuvent faire ou pas dans l'histoire. Ça ne change pas du tout. Après, tu parles des réactions. Ouais. Donc, juste pour les personnes qui écoutent, sur sa feuille de personnage, il n'y a pas, comme dans l'appel de Cthulhu, de jauge de santé mentale, ça n'existe pas, quoi. Mm-hmm. Donc votre personnage ne peut pas être game over parce que d'un coup il est devenu fou parce qu'il a raté un jet de dés. Mais il y a une série de réactions de type, je sais pas, je nie la situation, je m'expose au danger, je trouve une explication rationnelle, je tente de quitter précipitamment les lieux. Et donc quand le personnage est confronté à quelque chose d'horrible ou de choquant, qu'il essaie de contenir son effroi, eh bien la personne va cocher une de ces réactions. Donc, et quand elle est cochée, elle est plus disponible. Mm-hmm. Donc forcément, ça va créer une attrition sur la façon dont votre personnage peut réagir. Or, pour moi, au départ de l'idée de la santé mentale dans l'appel de Cthulhu, c'est ça. C'est une forme d'attrition qui va réduire les capacités d'action de ton personnage. Et qui avait le défaut d'être complètement abstrait dans l'appel de Cthulhu. Qui est abstrait, puis tu te retrouves avec 3 folies différentes à gérer, c'est ingérable. Enfin bon, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'est en jouant en one shot, il faut que ça se voit tout de suite. Il faut que tout de suite, ce soit palpable. Et alors, au départ, vu qu'on en a, je sais pas, je crois qu'il y en a 8, quelque chose comme ça. Au départ, on est une bonne latitude. On pourrait même cocher, je trouve une explication rationnelle. Paf. J'explique, c'est pour ça, voilà. Pas de problème. Mais au fur et à mesure, ces options se limitent, et puis quand on se retrouve dans des moments où vers la fin de partie c'est vraiment chaud et qu'il nous reste 2 options et que mince, je voulais fuir mais je ne peux pas parce que j'ai déjà coché. En fait, si ça traduit comment l'esprit humain, je trouve, fait qu'à un moment donné, je ne sais plus comment réagir. Alors, il y a l'intention derrière ça, c'est de varier les réactions, c'est de faire en sorte que tu puisses varier les réactions de la même manière que pour l'obscurité, dans la liste d'actions qui lui sont accessibles, il y a 2 coches par action. C'est juste. Oui. Et donc, c'est pour obliger à varier les rebondissements et pas toujours faire les mêmes recettes, quoi. Après, une fois qu'on a coché toutes ces réactions, on les décoche, elles sont de nouveau libres, on peut recommencer. Donc en fait, ça n'a pas mis mon personnage game over. Et puis les réactions, c'est moi qui les ai choisies. Jamais, de la même manière que les blessures aussi. Les blessures, il y a une liste de blessures, mais c'est pas une jauge. Et donc ça va de, je sais plus, vous êtes égratigné, vous saignez, je sais plus quoi, vous êtes mort, en passant par vous êtes grièvement blessé, vous êtes inconscient, ce genre de truc. Et donc quand un personnage prend une blessure, je dis voilà, tu subis une blessure, tu choisis et tu racontes c'est quoi cette blessure. Et donc on choisit. Donc je dirais pas qu'on a moins de liberté en fait. Je dirais que parce que c'est pas. Si je voulais me faire l'avocat du diable, je dirais, mais en fait, à Donjons et Dragons, quand tu te lances et que tu t'es dit, tu te prends 12 points de vie, t'as pas la liberté, tu prends tes 12 points de vie, en fait. Et c'est même pas le MJ qui a décidé, c'est les dés. Mais en fait, je crois que t'as bien répondu, c'est l'idée que pour pouvoir se réapproprier cette liberté-là, c'est le mot raconter. C'est-à-dire qu'à un moment, le joueur peut raconter et reformer la cohérence autour du choix qu'il va poser à ce moment-là, quoi. Et ça, j'ai jamais tué de personnage à Horrific. Il y a plein de personnages qui sont morts, hein. Moi bien. Mais depuis aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'obscurité, j'ai jamais tué de personnage. Jamais. Ça demande une gymnastique de l'esprit, c'est vrai, qui est, en fait, c'est vrai qu'en t'entendant parler, je parlais de perte de liberté, mais en fait, c'est une manière de s'approprier différemment la liberté du jeu. C'est ça. Ouais, plus que ça. Ouais. C'est une gymnastique de l'esprit qui est un peu différente. Oui. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus difficile pour des gens qui ont des routines de jeu très inscrites que pour des gens qui découvrent leur jeu de rôle, parce que des gens qui en ont jamais fait, ils vont dire c'est comme ça qu'on joue, point. Des rôlistes vétérans, voilà. Ou tard du jeu de rôle. Ouais. D'accord. Mais juste, si tu permets, vas-y. Je vais même dire que comme c'est de la narration partagée, les joueurs ont une liberté énorme sur tout ce qu'ils amènent dans l'histoire. Et donc, quand j'ai pu faire des parties avec des gens qui étaient tous, qui avaient tous une expérience de MJ,
il se régale en fait en tant que PJ. Parce que moi j'amène ça, moi j'amène ça, moi j'amène ça, moi j'amène ça. Enfin, et on a un truc hyper riche, quoi. Donc ouais, elle est placée autrement, quoi. La liberté, elle est placée autrement, en fait. C'est un cadrage qui est supposé en tout cas être créateur. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est. Ouais. C'est-à-dire que ces règles sont censées soutenir la création des joueurs différemment de ce qu'on peut connaître sur un rôle plus traditionnel. Ouais. Oui, c'est pas des limites, c'est plutôt des orientations finalement. Ouais. Et tout en étant très cadré. Enfin, moi je trouve quand même c'est un sentiment qui est quand même d'avoir voilà, on l'a dit plusieurs fois, mais d'avoir un chemin qui est tracé, et il faut comme si. Mais on se prend pas le bord. On s'écrase pas contre le bord, c'est plutôt que on est dirigé vers quelque chose. Ouais. Mais par contre, t'auras jamais dans Horrifique de mur invisible, quoi. Comme tu peux avoir dans des jeux de rôle tradis où il y a des, tu vois, où il y a le scénar qui est cadré, machin, bazar, et où là tu dis, non, là on peut pas avec les personnages en scénarium, ou non, lui tu peux pas y toucher, tout ça. Ici, et ça fait partie du plaisir, je pense, que j'ai à jouer à ce jeu, c'est tout est possible en fait. Je sais pas du tout, quand on commence la partie, je sais pas où ça va aller, tout est possible, on verra bien. Disons que je ferai encore une distinction entre les jeux traditionnels qui sont construits sur base d'un scénario, où là, effectivement, bon, il y a ces murs invisibles, il y a des points de passage obligés, il y a toute cette mécanique-là qui peut être très encombrante aussi pour tout le monde, que ce soit pour le joueur ou pour les joueurs, pardon, ou pour le maître de jeu. Et puis après, il y a toute une autre série de jeux qui ont une préparation qui est beaucoup plus ouverte, mais néanmoins, avec une préparation, c'est pas un scénario au sens strict du terme, mais il y a une préparation, une situation initiale, des PNJ, enfin voilà, parfois un bac à sable, parfois pas, enfin voilà, toute une série d'autres manières de préparer le jeu, et où il y a quand même, en tout cas dans le chef du MJ, cette idée de une maîtrise, pour le mot, là c'est peut-être un maître du jeu, une maîtrise qui est plus grande du déroulé, et une prévisibilité plus grande du déroulé. Ici on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans quelque chose où c'est l'ensemble des règles posées par la base qui va créer ça qui crée plutôt que le maître de jeu lui-même. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Est-ce que tu as déjà eu des retours de meneurs ou de joueurs chez qui la mayonnaise n'avait pas pris? Est-ce qu'il y a des scénarios où peut-être que les joueurs n'amènent pas assez de choses, ou le meneur n'arrive pas à rebondir dessus? C'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'angoisserait beaucoup, en fait, de mener ce genre de jeu. Moi, ça m'est jamais arrivé. Oui. J'ai pas eu de retour que ça soit pas arrivé, mais je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé. Peut-être des gens ont joué au jeu, l'ont trouvé très mauvais, et simplement, j'ai pas eu de retour. Je sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que il y avait des parties que j'ai menées quand on était encore dans des versions alpha, bêta, je sais pas quoi, où je disais, alors, en début de partie, il me manque du grain à moudre, j'ai pas assez de trucs, ou à la fin, comment est-ce qu'on fait pour, mince, là, le climax, il était un peu mou. Comment est-ce que j'écris le jeu pour que le climax, à chaque fois, ce soit un vrai climax, ou comment je fais au début pour que il y ait assez d'éléments en début de partie pour que, hop, la machine se mette en marche, quoi. Parce que quand il n'y a pas assez d'éléments au début, ben, c'était mou. Et donc, voilà, mais ça, après, ça a fait l'objet de playtest, de réécriture et tout ça, et donc, petit à petit, c'est la mécanique, t'as raison, c'est la mécanique qui garantit le déroulement, quoi. Oui, voilà, mais je me suis déjà retourné la tête plein de fois, quoi, de me dire, si j'arrivais à le faire plus léger, quoi, avec moins je vais pas dire de règles, parce qu'en fait, des règles, il y en a pas tant, en fait. Il y a des mécaniques, mais des règles, il y a moins de règles que dans Donjons et Dragons. Il y a beaucoup moins de règles que dans Donjons et Dragons. Beaucoup. Beaucoup, tu dis. Oui, il y a beaucoup moins de règles que dans Donjons et Dragons. J'ai joué à Pathfinder hier, Oui, mais par contre, les routines, tu vois, les boucles de gameplay, elles sont très présentes. Plus présentes que dans Donjons et Dragons. Les boucles. Tu fais ça, donc ça fait ça, donc ça fait ça, donc il y a ça, et que ça tourne ensemble, quoi. Pour moi, il y en a une qui est surprenante, c'est celle, pas qu'elle est surprenante, mais il y en a une que je devais élaguer, c'est celle du dé, donc quand on dépense des points d'obscurité. Le dé noir. Le dé noir, s'il est plus petit que non. Alors, celle-là, elle est peut-être plus encombrante qu'elle n'est utile, je trouvais. Elle est, alors, retiens la question parce que je la trouve super pertinente. J'essaie de répondre à celle d'avant. Excuse-moi. Donc je me suis déjà dit plein de fois, tiens, si j'arrivais à le faire plus léger. Le problème, c'est que c'est parce qu'il y a toutes ces mécaniques-là qui roulent ensemble
que ça garantit le canon esthétique. Parce que moi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas de problème, je pourrais mener quasi sans règle et garantir que ça va bien la crescendo, etc. Le problème, c'est que traduire ça en geste, ça doit être transmis. Et donc tu dois pouvoir donner des outils à quelqu'un qui lit ton bouquin, qui prend ton matos et il peut jouer et ça va produire la partie que tu veux que ça produise. Voilà, moi je te rejoins complètement. Moi je ne maîtrise pas de l'horreur, jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, j'ai quelques années de maîtrise par contre, mais j'ai maîtrisé une partie d'horrifique. C'était une partie d'horreur, hein. Enfin tu l'as joué, Justine. On était dedans, quoi. Et c'est pas de moi que ça vient. C'était une création collective. Donc compris d'ailleurs avec une nouvelle joueuse. Avec une joueuse qui avait jamais joué, effectivement. Donc ouais, non, ça c'est clair. Il y a un équilibre là-dedans, ouais. Et donc, il y aurait sans doute des trucs qu'on pourrait encore élaguer et tout ça, mais on en a enlevé beaucoup déjà. Et à un moment donné, tu fais bon, à quoi on peut encore toucher? Alors cette histoire du dé d'angoisse là, en fait, c'est venu. Moi au départ, je l'avais pas mis. Je l'avais pas mis cette règle. Et puis en jouant avec des gens, je me disais c'est quand même dommage que quand on dépense les points d'angoisse, là, il n'y a pas d'enjeu à les dépenser, en fait. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Je prends pas de risque. Je dépense 3, ou je dépense 1, ou je dépense pas. En fait, je prends pas de risque à en dépenser 3. Donc, je vais dépenser les 3 parce que, comme ça, je réussis mieux. Et donc, alors, ça me mettait, la seule préoccupation du joueur à dire j'en dépense 1 ou j'en dépense 3, c'était combien est-ce que j'en garde pour après. Donc, en fait, ça a amené une pensée plutôt sur la thésaurisation, comment est-ce que je gère, ça devenait de la gestion. Ça devenait une jauge. Ça devenait une jauge, ça devenait de la gestion. Je dois économiser mes points d'angoisse. Mais moi, je veux pas du tout que tu les économises, moi je veux que tu les dépenses. Mais je veux que quand tu les dépenses, il y a un enjeu. Il faut un enjeu dans ce truc-là. Et donc on a trouvé cette règle-là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est celle qui peut-être est la moins nécessaire. En tout cas, c'est celle qui crée la petite surcharge cognitive en tant que, mais peut-être parce que je l'ai pas assez maîtrisé en tant qu'obscurité. Parce que je me souviens que quand j'ai maîtrisé, je ne pensais jamais à vérifier ce dé noir. Les joueurs, ils pensent pas trop parce qu'ils sont dans leur action. À un moment, ils sont dans le corps de leur personnage, ils vivent la partie. Donc, elle est pas si simple que ça à mettre en place. D'ailleurs, si on veut être objectif, lors de notre partie, on l'a oublié plusieurs fois. Ouais. Il y a quelques fois où on l'a vérifié, mais je pense qu'il y a plusieurs fois où on l'a oublié. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et c'est pas très grave, en fait. Non. Celle-là, c'est pas très grave. Elle ne conduit pas la partie. Mais voilà, je te dis, moi, c'est venu d'une réflexion de personnes avec qui j'ai joué, qui m'ont dit, c'est dommage que quand on dépense nos points, on n'a pas une petite pointe de suspense en plus du fait de les dépenser. Et comme pour tout le reste, j'ai réfléchi dans l'écosystème qui était déjà présent. Pas ajouter un truc en plus, mais ok. Non, donc là, on dépense des points, on lance des dés. Ok, le truc doit se jouer là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut l'enjeu. Faut pas en plus des machins, des trucs. Enfin, ok. Et c'est pour ça que les conséquences, si les points dépensés sont inférieurs ou égaux au résultat du dé d'angoisse, les conséquences, elles sont aussi déjà dans ce qui existe dans le jeu. C'est-à-dire, tu vas prendre un état émotionnel, tu vas essayer de contenir ton effroi ou tu vas subir une blessure. Rien d'autre. Pas ajouter encore des sous-systèmes dedans, quoi. Mais donc c'était vraiment une petite règle. Allez, c'est un peu des granulés sur le gâteau, quoi. Tu vois. Je le vois plutôt comme ça. Ouais. On vient de dire donc finalement, si je paraphrase, que la ritualisation permet d'introduire, enfin de forcer une conduite qui va produire le résultat de la partie. C'est parce que toutes ces règles sont d'abord ritualisées, elles ne sont pas complexes, mais elles sont très ritualisées, on doit les suivre dans un ordre bien précis et tout ça. Fondamentalement, pour faire ça, on a en main des cartes qui nous expliquent chacune des actions possibles et le déroulé de ce qu'on doit faire pour chacune de ces actions, et ainsi de suite. Toutes ces cartes, c'est du matériel de jeu qu'il a fallu éditer, mettre en page et tout ça. Est-ce que le fait de passer au format physique, donc de passer de l'idée de jeu que tu avais et de la pratique que tu avais avec tes tables à voilà une boîte physique qu'on doit transmettre et donc on doit créer le matériel autour, est-ce que ça a
fait évoluer le jeu? Est-ce que ça l'a beaucoup transformé? À quel point est-ce que ça l'a influencé? Oui, ça a forcément transformé le jeu. Alors, déjà au tout début, dans les premières versions, toutes premières versions du jeu, il n'y avait pas... Donc pour l'instant, le jeu il est constitué avec d'une part des archétypes de mystère qu'on combine avec des archétypes de cadres, qu'on combine avec des caractères et des occupations des personnages qui vont débloquer certaines questions dans les mystères, suivant ce qu'on a choisi comme personnage, etc. Donc, c'est résumé la mécanique de démarrage du jeu. C'est ça, c'est des briques Lego, quoi. Enfin, c'est des trucs qui vont se combiner ensemble pour débloquer des questions qu'on va poser autour de la table et qui vont lancer la partie, et après on va se laisser porter par ça. Au tout début, dans les premières versions, c'était pas ça. Au tout début, il y avait des espèces de petits pitchs de mystère. Je m'étais inspiré des trucs que j'avais vus pour Dungeon World, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse pour jouer des donjonneries. Et il y avait un gars qui s'appelle Mike Taggart qui avait publié des Dungeon Starter. Et donc c'était une page recto verso avec quelques questions pour placer les enjeux, la situation, etc. Et bim, on jouait une partie à la Donjons et Dragons, quoi. Et je me dis, waouh, c'est génial. Bah voilà, j'ai commencé à bricoler mon jeu, bah je vais faire des trucs comme ça. Et donc j'avais fait ça. Et donc quand j'ai fait tester le jeu à Bastien, il m'a dit, ouais, non, c'est bien ton jeu et tout ça. Bon, moi je crois que Fred, si on le fait, je crois que tu dois réfléchir à faire des archétypes, d'un côté des mystères, d'un côté des cadres. Et je dis, mais t'es complètement dingue, en fait, comment on fait ça, quoi. Bon, finalement, à force de travail, on est arrivé à ça. C'était quoi la question? Oui, comment ça a transformé voilà. Et donc, bah, déjà, ça, de se dire, mais non, ce sont des cartes. Il m'a dit, Horrifique, c'est un jeu de cartes. Donc, j'ai ouvert un peu des yeux comme ça, et donc je me suis dit, ok, on va essayer. Il a plus d'expérience que moi, on va essayer, quoi. Et donc, on a travaillé, c'est devenu, alors c'est pas un jeu de cartes, mais enfin, c'est un jeu où en fait, on s'appuie sur les cartes tout le temps pour créer l'histoire. Et au tout départ, par exemple, les cartes de mystère et les cartes de cadre, c'était au format tarot américain, recto verso. Maintenant, c'est les cartes A5, recto verso. Ouais. Ah oui, mais on met pas les mêmes choses dessus. Et donc ça, par exemple, ça nous a permis, par exemple sur les cadres, d'avoir au verso 3 colonnes, une liste d'impressions, c'est-à-dire des trucs d'ambiance qu'on peut venir cocher, qu'on peut décrire, qui aident à décrire, une liste de lieux emblématiques de ce genre de cadre, une liste de menaces emblématiques de ce genre de cadre. Donc de nouveau, ça voulait dire que ça donnait la possibilité à l'obscurité d'avoir des cartouches spécifiques au cadre pour réinjecter dans l'histoire. Donc ça, c'est vraiment lié au support. C'est-à-dire, quand il m'a dit non, mais ça, il faudrait mettre sur la carte, je dis mais Bastien, sur du tarot, c'est pas possible. Enfin là, on n'a plus la place. Et il me dit alors on fait du A5. Et je dis oui, mais alors si c'est du A5, alors on peut mettre ça derrière. Ouais, vas-y. Et donc voilà. Après, il y a des choses qui n'ont pas changé. Par exemple, au départ, les cartes étrangetés étaient format tarot parce que c'était cool. Mais ça coûtait trop cher. On était en pleine crise du papier, donc c'est revenu type format Magic. Et en fait, ça tient très bien, c'est très lisible et tout ça. Voilà, en gros, comment les choses commencent à influencer. Après, je pense déjà que quand j'ai imprimé mes protos, je me basais déjà sur des formats de cartes et tout ça, donc voilà. Et tu as rencontré beaucoup de contraintes justement quand tu as dû matérialiser le jeu physiquement, que ce soit d'abord sur ces prototypes ou après quand vous êtes passé à de l'édition professionnelle ou semi-professionnelle, vous avez, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis là j'ai dû faire des concessions parce qu'il fallait que ça rentre dans une boîte, parce qu'il fallait que le prix soit acceptable, toutes ces choses? Pas tant en fait, pas tant. Au départ on voulait un livret de 60 pages, il en fait 140. Alors c'est du format A5. Parce que, voilà, en fait, si on voulait qu'il fasse 60 pages, il y avait peu d'exemples. Et nous, on voulait qu'il soit facilement pris en main, en fait. Tu vois, comme tu disais, tiens, est-ce que c'est facile, etc. Nous, on a voulu le rendre accessible. Et pour le rendre accessible, il faut se donner les moyens. Donc, on s'est dit, non, alors il faut plein d'exemples, quoi. Et donc, à chaque fois que j'explique un point de règle, je donne des exemples concrets. Voilà, comment ça se passe autour de la table. Voilà, réécrire des dialogues, etc. Pour montrer comment se déroule la partie. Il y a l'aide de jeu aussi, qui permet de lancer la partie, qui est exactement dans quel ordre tu dois lancer la partie.
Le jeu aujourd'hui, on passe, voilà, nos éditeurs, nos auditrices ont envie de se le procurer, ils peuvent le chercher où? Alors, sur le site de l'éditeur, qui se fera un plaisir de vous l'envoyer sans frais de port. C'est important. Donc, c'est-à-dire, c'est sur le site de Designed by Acritarch. On mettra le lien en description de ce podcast, évidemment. Merci. Voilà. Si vous habitez à Liège ou dans les environs, vous pouvez le trouver à l'Autre Monde, rue Hors-Château, et chez Games Emporium à Visé aussi. Et puis, si vous êtes en France, que vous écoutez, voilà, il est normalement disponible chez Philibert, chez Troll Lune, et chez un autre magasin à Villeurbanne, mais j'ai oublié le nom. Quelle réception est-ce que tu as rencontré? Tu as commencé maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il est publié, le jeu. Tu as pas mal parcouru les conventions pour le montrer, il a été vendu. Donc quel retour est-ce que tu en as pour l'instant des joueurs, des joueuses qui l'ont eu en main, des obscurités qui l'ont eu en main? Les retours que j'ai, ils sont très bons. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire que tout le monde a trouvé le jeu très bon, parce que ce que les gens qui n'ont pas aimé, peut-être juste n'en parlent pas, en fait. C'est tout à fait possible. Les retours qu'on a sont vraiment très bons. Bon, moi, comme vous l'avez compris, ce jeu, il s'est un peu écrit par accident. Enfin, je m'identifie pas comme auteur de jeu. Enfin, je me rends bien compte que là, j'ai écrit un jeu qui l'est édité, qu'il y a donc des gens qui l'ont acheté, qui le jouent de leur côté sans que je les connaisse. Donc, je me dis, bon, ok. Ton nom est sur la boîte. Voilà, c'est ça. Mais donc je découvre en fait tout ça. Je découvre tout ça. Après qu'on ait fait plein de conventions, non, j'ai pas fait plein de conventions. Disons que Octogone, ça on ne le manque pas. La semaine prochaine, on sera Troll et Légendes. Voilà, ça c'est des trucs qu'on manque pas. On va toujours à la convention des aventuriers de la Cité Ardente à Liège. Enfin, voilà, Bastien sera à Kaisersberg prochainement. Mais bon, voilà, on n'a pas fait tant que ça. Après, voilà, moi je mesure l'énorme différence entre les gros éditeurs et les petits éditeurs, entre les jeux mainstream et les jeux indépendants, parce que voilà, Rufix c'est un jeu indépendant, Design by Acritarch, c'est une toute petite maison d'édition avec Bastien qui est vraiment un homme orchestre et qui fait tout, qui fait la comptabilité, qui fait la mise en page, qui a travaillé avec moi sur le game design, enfin c'est un homme orchestre quoi. Sur l'emballage, l'expédition, enfin voilà. Je veux dire tout le layout des cartes, du livret, etc. C'est lui qui l'a fait, et après on retravaillait ensemble sur les trucs en disant mais non, ce symbole on va plutôt le mettre là, non, cette citation plutôt comme ça. Bla. Enfin bon, c'est des heures et des heures et des heures de travail à deux quoi. Voilà, on remarque. Je vais prendre un exemple. Donc là, il y a pas longtemps, il y a eu le festival des jeux à Cannes, dans lequel on remet le Graal d'or pour les publications des jeux. Donc il y a une catégorie création francophone, une catégorie réédition, une catégorie internationale, je crois, un truc comme ça. Et Bastien a insisté pour leur envoyer la boîte, parce que voilà, Horrific c'est un jeu qui joue en physique, et non, envoyez-nous le PDF. Donc évidemment, Horrific en PDF, c'est absurde quoi. Si on n'a pas le matériel, ça ne marche pas. C'est compliqué, alors c'est pas ça, j'ai déjà mené plein de fois en virtuel, mais ça se passe autrement. Donc les retours que nous on a de tous les gens qui testent, à chaque fois sont vraiment très bien. Voilà, on regrette que il y a toujours ce courant mainstream qui fait que voilà, il y a une barrière qui est difficile à franchir quoi. Et donc si je t'entends, le rôle en l'occurrence de ton éditeur ici, il est vital pour arriver à faire exister le jeu. Je veux dire, sans lui, jamais on aboutit à quelque chose. En tout cas d'aussi concret, d'aussi professionnel, parce que je veux dire, fondamentalement la boîte, pour donner un feedback personnel, la boîte, elle ne dépareille en rien, la base ne dépareille en rien des livres professionnels de jeux de rôle que j'ai pu acheter dans d'autres grandes maisons d'édition. L'édition est parfaite, tout est beau, tout est compréhensible, c'est clair. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un vrai livre de jeu de rôle, très très professionnel. Quoi. Ah non, mais moi, quand j'ai reçu mes boîtes d'auteurs, là, c'était Noël, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est mon jeu, c'est cette boîte. Ça fait trop bizarre, quoi. Ouais. Et donc, si on a un conseil peut-être à donner à des auteurs qui voudraient ou autrices qui voudraient se lancer dans la création d'un jeu de rôle, entourez-vous d'un bon éditeur, parce que tout seul, c'est difficile, j'imagine. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais même là, Bastien, encore une fois, il a mis une énergie et plus que de l'énergie dans ce projet, quoi.
c'est énorme, quoi, tout ce qu'il a fait pour ça. Après, maintenant, il y a des plateformes comme Itch.io qui permettent vraiment, je trouve, d'écrire des trucs, de les mettre à disposition, payant, pas payant, enfin voilà. Alors c'est du dématérialisé, mais je trouve ça trop cool. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était compliqué, quoi, de faire ça. Et là, maintenant, c'est Ou même ça Lulu. devient beaucoup plus facile, quoi. Ou Lulu, ouais, pour l'impression à la demande, ouais, tout à fait. Donc ça marche bien, je pense, quand on a une base à transmettre et qu'elle se suffit elle-même. Mais voilà, j'imagine pour un jeu comme on vient de le dire, il y a besoin du matériel. En tout cas, le matériel ajoute une dimension au jeu qui est pas du tout la même que quand il est purement dématérialisé. Il faut créer des objets physiques, il faut créer des cartes, il faut créer une boîte, il faut les envoyer physiquement aux gens. Ah oui, mais ça, c'est la faute de l'éditeur. Il m'a dit, Horrifique, c'est un jeu de cartes. Voilà, c'était de sa faute, quoi. Bastien, si tu nous écoutes. Faut qu'il assume maintenant. Voilà. Et il a assumé. Il a complètement Ça, on assumé. dirait, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en résumé, je trouve quand même que c'est un jeu qui est dans son temps, dans le sens où il a ce côté narration partagée qui est quand même tout doucement un peu entré dans les mœurs maintenant. Il est très coloré, il a une coloration qui est très assumée. Ça, je trouve que c'est une de ses richesses aussi. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ça, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai, quand à la lecture de la base, on sait où on va. Et je trouve effectivement que je t'ai posé une question qui était, pas piégeuse, mais qui était en tout cas une de mes interrogations, parce que je ne trouve pas aussi simple que ça. À 4e de couverture, il écrit que c'est un jeu simple. Je sais pas si c'est un jeu simple, mais c'est un jeu qui est très très bien servi par le matériel qu'il contient, par l'ergonomie. C'est-à-dire qu'il est réellement pensé pour être pour que l'obscurité et que les joueurs soient soutenus dans leur démarche de création partagée, justement. Et donc ça, c'est vraiment ce qui permet peut-être de conclure positivement en disant, sur sa simplicité. Je sais pas s'il est simple, mais en tout cas, il est ergonomique. Oui, c'est ça. Oui, je comprends ce que c'est-à-dire, il est pas light system et le système tient en 2 pages, c'est pas ça, mais par contre, on a vraiment essayé de travailler pour que, t'inquiète pas. Voilà. Ça a l'air d'être une montagne, mais on va te prendre là par la main, et tu vas le faire. Accompagné, on est outillé, et on a le sac à dos pour partir en randonnée. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Et alors, peut-être quand même repréciser que c'est peut-être pas à mettre dans toutes les mains, c'est-à-dire que si on cherche un jeu traditionnel à scénario où le MJ va pouvoir emmener les joueurs en balade, c'est pas lui le guide, c'est plutôt le sac à dos qu'on a donné aux joueurs, quoi. Voilà. Ça, je crois que c'est quand même important à souligner. Oui. Autre question un peu plus ouverte maintenant, est-ce que tu as d'autres projets dans les bacs pour l'instant? Est-ce que tu réfléchis à d'autres jeux? Ouais, j'ai des notes à gauche à droite de trucs qui pop, et puis c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt pour en parler. Là, je me suis amusé à faire une nouvelle série de cartes étrangetés typées plutôt cinéma d'horreur japonais ou manga d'horreur, quoi. Voilà, Junji Ito et compagnie. Mais évidemment, je me dis, ouais, mais ça ne se suffit pas à soi-même. Ce qui serait cool, c'est de créer aussi des occupations particulières liées à ça. On verra bien où ça va. Puis il y a d'autres trucs, j'aimerais bien des trucs plus light, quoi. J'aimerais bien un truc, c'est juste un jeu de cartes, quoi. Juste un petit jeu de cartes. Pas pour Horrifique, c'est juste ces histoires d'étrangeté, de voir comment ça dérive là-dessus, à voir. Puis, ouais, il y a d'autres projets, mais qui sont embryonnaires, et puis, en fait, c'est compliqué parce que, comme là, ce jeu est allé jusqu'au bout, c'est comme si maintenant je me disais, ah oui, mais si je me lance dans un truc, il faudra que j'aille jusqu'au bout. Et ça met une pression de dingue, quoi. Et autant sur mon métier, je suis habitué à le faire, autant là, c'est comme si d'un coup ça crée des obstacles supplémentaires, quoi. On verra bien. Ben écoutez, je pense qu'on verra bien. Est-ce que vous voulez encore rajouter une question? Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. C'est bien, on pourra peut-être te réinviter dans quelques mois pour que tu viennes être de l'autre côté, hein, et interroger quelqu'un d'autre qui a fait un autre jeu et voir un peu confronter les idées. Trop bien. Ça peut être un échange intéressant aussi sur le processus créatif. En tout cas, je trouve que ce serait amusant. Yes, avec plaisir. Eh bien écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver les liens vers Horrifique en description de ce podcast. Et on espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de jouer. Et on vous retrouve pour notre prochaine traversée très bientôt. Bye bye. Au revoir, à bientôt.